Mais celui-ci est un peu spécial, car le fondateur et premier éditeur de Photopolis n'est nul autre que Raymond Daou, l'avocat le plus célèbre de son époque. C'est un peu par vanité qu'il l'a lancé. Il n'aimait pas la façon dont Allopolis couvrait ses procès. Et Photopolis lui consacrera effectivement une série d'articles dont on jurerait qu'il les a signés, tant ils sont fidèles à sa vision des faits. Chacune de sa centaine de causes a eu droit à un article. Pour le procès de Jacques Messrine, que nous vous présentons ce soir, c'est 14. Un livre. Le premier de ces articles cite Messrine justement, qui dit que Daou c'était, je cite, « l'intelligence, la ruse, la perspicacité, fait homme. Il était de la race des seigneurs, de ces hommes qui imposent le respect total à tous ceux qui ont la chance et l'honneur de le rencontrer. » Voilà pourquoi je vous propose maintenant de sortir un tant soit peu des sillons que nous avons tracés dans cette série en vous présentant notre grand procès, surtout du point de vue de Raymond Daou. La ruse et l'intelligence fait homme. Maître Lagacé. Cher Daou, comment allez-vous? Bien. T'as mis aussi? Tiens. La Cour supérieure, chambre criminelle présidée par l'honorable juge Miquelon est maintenant ouverte. Veuillez vous asseoir. Faites entrer les accusés. La charge contre les accusés, Jacques Messrine et sa compagne Jeanne Schneider, est lourde. À tel point qu'ils ont pris la fuite suite à l'enquête préliminaire. Ils s'estimaient perdus. Aujourd'hui, leur seul espoir, c'est Daou. Votre Seigneurie, nous aimerions procéder à un exposé de la preuve. Faites, je vous en prie. Messieurs les jurés, Monsieur Messrine et Madame Schneider sont accusés du meurtre de Mademoiselle Evelyne Le Boutillier à Percé dans la nuit du 29 juin 1969. La couronne entend prouver que les deux accusés sont arrivés à Percé par le train le 21 juin. Ils ont pris un taxi et se sont rendus à l'auberge des Trois Sœurs. Ils ont loué un chalet jusqu'au 25, puis sont retournés à Montréal. Le soir du 29 juin, donc le soir du meurtre, nous les retrouvons de nouveau à Percé, à la discothèque du Pic de l'Aurore, et ils sont sans le sou. Nous tenterons de prouver que le soir même, ils se sont rendus de nouveau à l'auberge des Trois Sœurs et qu'ils ont étranglé Mademoiselle Evelyne Le Boutillier, la propriétaire, 58 ans, s'emparant par la suite de ses bijoux et de ses recettes de la semaine. Jacques Messrine, le principal accusé dans cette affaire, est loin d'être la star qu'il deviendra un jour. Un homme dont les spectaculaires exploits criminels et surtout la mort encore plus spectaculaire font de lui un légendaire desperado. Non. Aujourd'hui, c'est un petit truand en début de carrière qui va se faire un malin plaisir de paraître entièrement inoffensif, un enfant de cœur, surtout dans les premiers jours de ce procès tel que connu du public, mais qui continue à fasciner les observateurs un quart de siècle plus tard. Messrine et Jeanne Schneider sont arrivés au Canada en 1968, surtout pour échapper à la police française. Ils entrent éventuellement au service d'un millionnaire montréalais qui finit par les renvoyer. Il le kidnappe alors, mais il réussit à leur fausser compagnie. Voilà donc notre police à nous, à leur trousse. Nos deux lascars se retrouvent à Percé. Le mystère qui entoure la suite des événements est au cœur du grand procès de ce soir. Un procès où nous allons briser les conventions que nous avons nous-mêmes établies et vous présenter non pas chronologiquement preuve de la couronne au grand complet, puis contre-preuve de la défense, mais thématiquement. D'abord parce que le procès est très particulier, et ensuite pour mieux suivre le travail de Raymond Daou, qui considérait ce procès comme le plus gros défi de sa carrière. Monsieur Fortin, vous étiez gérant de la discothèque au Pic de l'Aurore à Percé pendant l'été 1969. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'y rencontrer des Français? Oui. Le dimanche soir 29 juin, entre 10h30 et minuit, j'ai reconnu l'accusé, M. Messrine, par son accent. Il était assis au deuxième ou troisième banc du coin du bar.
À ce moment-là, il portait une moustache. Il était accompagné? Oui, il était accompagné de madame. Vous êtes sûr de la date? Ça pourrait pas être entre le 20 et le 25, par exemple? Absolument pas, j'ai dû m'absenter du 20 au 25. Monsieur Usaï, vous avez travaillé comme barman au Pic de l'Aurore pendant l'été 1969. Oui, c'est bien cela. Pouvez-vous nous dire si vous y avez rencontré des Français de France? Oui. Monsieur et madame. Vous les avez vus plusieurs fois? J'ai vu monsieur Messerine une fois et une seconde fois accompagné de madame. Est-ce que monsieur Mesrine avait la même apparence qu'aujourd'hui? Il avait en plus des moustaches. Voulez-vous nous dire la date où vous l'avez vu pour la première fois? Entre le 20 et le 25 juin. Et quand avez-vous revu monsieur Mesrine? Le samedi 28 ou le dimanche 29. Un peu avant la fermeture, en fait, 20 minutes avant la fermeture. Merci. Votre témoin. Pouvez-vous nous dire comment étaient vêtus les accusés le jour où vous les auriez vus, le 28 ou 29 juin? Non, parce qu'il y avait une barrière de gens entre eux et moi. Si je comprends bien, M. Mesrine n'était pas assis au bar à ce moment-là. Non. Il s'est seulement approché pour me dire au revoir. Il devait être assis dans la salle. Voilà donc nos deux témoins en contradiction sur un détail, mais qui s'entendent sur un autre, la moustache. C'est donc là qu'il faut maintenant attaquer, car le plan tactique est toujours le même. Miner la preuve, petit détail par petit détail, jusqu'à ce qu'elle s'écroule enfin sous le poids d'une foule de petits doutes. Monsieur Migaud, où se trouve votre salon de coiffure? Rue Cherrière, Montréal. Vous connaissez l'accusé, M. Mesrine? Oui, je l'ai connu comme client pendant 5 ou 6 mois. Avez-vous eu l'occasion de le voir à votre salon en juin 1969? Oui, c'était 2 jours après la Saint-Jean-Baptiste, le 26 juin. Il m'a dit qu'il arrivait de Gaspé. Vous lui avez coupé les cheveux? Oui, je lui ai fait un shampoing, je l'ai rasé et je lui ai coupé la moustache. Entièrement? Entièrement. Vous l'avez revu par la suite? Plus tard, sur des photos dans le journal, on disait qu'il était recherché. Alors j'ai appelé la police pour signaler que je lui avais enlevé la moustache. C'est tout. C'est votre témoin. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que c'est précisément le 26 juin que vous avez rasé la moustache de l'accusé? C'était 2 jours après la Saint-Jean-Baptiste et j'étais seul. C'était la journée de congé de mon employé. Est-ce que vous prenez note de chacun des clients qui va chez vous? C'était le matin. Je vous demande si vous prenez note. Non, mais je me rappelle très bien qu'il est venu le matin. Enfin, écoutez, je suis venu ici. J'ai juré, je dis la vérité. Écoutez, on en a soupé de ça, hein? Vous et d'autres témoins qui viennent... Vous avez soupé de quoi exactement, votre seigneurie? J'ai soupé des déclarations de témoins qui viennent dire « Moi, je viens dire la vérité et tout ça. Ils sont là pour dire la vérité. Faut pas douter de leur honnêteté. » Vous vous doutez de l'honnêteté des témoins qui viennent de l'autre côté? Évidemment, je joue le rôle de l'avocat. Et c'est le jury qui va rendre le verdict. Est-ce que vous avez terminé avec le témoin? Oui, votre seigneurie. Dans un procès pour meurtre, c'est effectivement le jury et non le juge qui rend le verdict. Mais le juge qui sert d'arbitre du match entre les deux procureurs peut faciliter ou compliquer le jeu. Dans ce procès-ci, le comportement du juge Miquelon est pour le moins déconcertant. Revenons au témoignage de M. Fortin. Avez-vous parlé à ce monsieur-là? Non. Vous l'avez vu au bar. Avez-vous vu les consommations qui auraient pu lui être servies? J'ai vu des verres, mais quand le bar est rempli de gens, les verres s'entremêlent. Dire, ce verre-là appartient à un tel et l'autre à un autre. On comprend, bon. On est rendu loin, là. Moi, le premier, je suis pas capable de dire si c'est du rail ou du scotch dans un verre. Il y a peut-être du monde qui est capable de le faire. Allez-y donc, tant que vous voulez. Mais il faut pas s'impatienter pour autant, votre seigneurie. Vous tournez autour pas mal, je trouve. Bon, est-ce que vous avez fini? Oui, votre seigneurie. Preuve suivante. Monsieur Léveillé, en tant qu'expert en empreintes digitales, dans la journée du 30 juin, est-ce que vous avez fait des relevés à l'auberge des Trois Sœurs? Oui. Dans la pièce où gisait la victime, il y avait un cendrier en bois sur lequel il y avait un verre. Sur ce verre, j'ai vu une empreinte digitale qui était graisseuse, donc fraîche. Il s'agissait de l'index droit de Jacques Mesrine. Donc vous affirmez comme expert qu'une empreinte fraîche, il faut qu'elle soit graisseuse? Oui, monsieur. Et pour moi, une empreinte fraîche n'est pas une empreinte de quelques jours, mais plutôt de 24 heures au maximum. Est-ce que vos expertises se sont limitées à ce verre-là? Non, j'ai relevé également sur un cendrier sur pied une autre empreinte identifiable. C'était l'empreinte de l'annulaire gauche de Jeanne Schneider. Comment miner un expert aussi crédible et impartial? Par une contre-expertise, bien sûr. Voulez-vous nous décliner vos titres et qualifications comme expert en empreinte digitale?
J'ai été au service de la police de Montréal 29 ans durant, toujours à l'identité judiciaire. Je suis diplômé de l'Institute of Applied Science de Chicago et j'ai également étudié à l'Institut de police scientifique à Lausanne, en Suisse. Monsieur Morin, voulez-vous nous définir ce que vous considérez, vous, comme une empreinte fraîche? Si on accole le qualificatif fraîche à une empreinte, c'est risqué. Cela suppose des limites de temps. Et si une empreinte avait été apposée sur ce verre le 24 juin et une autre le 29 juin, serait-elle apparue aussi nettement et aussi rapidement? C'est du domaine des possibilités. Et selon vous, comme expert, jusqu'à combien de temps auparavant une empreinte aurait pu être apposée sur ce verre et paraître toujours fraîche? Oh, ça peut aller au-delà d'une semaine, même 15 jours avant, même un mois avant. Ça, c'est le mot à mot complet du procès Mesrine, qui, de ce point de vue-là, ressemble à tous ceux que nous vous présentons, des milliers de pages de transcription, des semaines d'audience, une multitude de témoins, des dizaines et parfois même des centaines de pièces à conviction. Tout cela, nous le réduisons, nous, à un peu moins d'1 heure. Et ce sont, bien sûr, les moments les plus dramatiques et les plus intenses que nous privilégions, tout en prenant soin, bien entendu, de rester fidèles à la vérité historique et à l'esprit du procès. Il ne faut pas perdre de vue que les procureurs, eux, doivent régir une foule presque incalculable de détails. Dans ce cas-ci, les témoignages vont porter, par exemple, sur 2 colliers, sur un réveil matin, sur des montres, même sur un lit, sur un cendrier, sur un tiroir. J'en passe. Et tout cela sans jamais créer de confusion dans l'esprit des jurés. Car c'est plus souvent par le cumul de dizaines de petits détails, plutôt que par de spectaculaires coups de théâtre, que le verdict est déterminé. Evelyne Le Boutillier, pour vous, madame, c'était... Ma sœur. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Le 29 juin au soir, chez moi. Elle a quitté vers 10h15. Je vous exhibe ce collier rouge. Ça vous dit quelque chose? Il appartenait à Evelyne. Et ce médaillon avec un oiseau dessus? Je l'ai vu parmi ces choses, mais je n'ai pas vu le porter. Et ces boutons de manchette avec une lettre? Oui, j'identifie ça. Je me permets de signaler au juré que tous ces objets ont été retrouvés dans les bagages des 2 inculpés. Madame, quelle est la lettre que vous voyez sur les boutons de manchette? Comme Evelyne. Merci. Madame, je vous exhibe ici une montre de marque Difford, un collier blanc à 2 rangs, ainsi qu'une bourse. Vous reconnaissez tout cela? Je les reconnais. Ils lui appartenaient. Madame, nous avons retrouvé ce sac dans la chambre de votre sœur. Ça vous dit quelque chose? C'est le sac qu'elle avait la veille de sa mort. Elle avait dedans son argent pour faire le dépôt à la banque le lundi matin. Vous avez vu l'argent dedans? À un moment donné, elle a ouvert son portefeuille. Elle m'avait l'air d'avoir 500 ou 600 piastres. Les recettes de la semaine, quoi. Je me permets de vous rappeler que nous avons établi qu'il était vide quand nous l'avons trouvé. Madame, je vous remercie infiniment. Ces boutons de manchette. Hein? Donc, vous y voyez bien un E dessus. Pour moi, c'est un E. Oui, mais vous les tenez à l'envers. Pour moi, c'est un E. Alors, selon vous, ce n'est pas un J? Non. Entrez donc. Ordinairement, c'est pas comme ça, un J. Ah, si le président du tribunal témoigne à l'effet que ce n'est pas un J. Ah non, je dis pas ça. Je me demande pourquoi j'interroge. Je dis que c'est peut-être un J, mais un drôle de J. Enfin, on verra plus tard. Madame Billard, je vous exhibe ici, je vous montre ici ces 2 boutons de manchette. Voulez-vous nous dire quelle lettre ça représente selon vous? Ben, c'est ce que vous m'avez montré, là. Ah, justement, ce ne sont pas les mêmes que je vous ai montrés. Entrez donc, voir. Ah, mais ce sont d'autres boutons, madame. Regardez. S'il vous plaît, votre seigneurie, comme président du tribunal, vous n'avez pas le droit, et je le dis en toute déférence, vous n'avez pas le droit d'intervenir et de dire aux témoins de regarder attentivement. À ce moment-là, je ne peux pas contre-interroger. Ah, ouais. Vous devez admettre ça, non? Madame Billard, je vous exhibe ici cette montre de marque Difford. Est-ce qu'il ne s'agit pas, à votre avis, d'une montre d'homme? Elle ressemble à la mienne, hein? Identique à la mienne. Elle a la même date, là. Ce qui prouve, justement, que différentes personnes peuvent posséder des objets identiques. Ouais. Mais mettez-en pas trop, hein?
Madame Lebel, vous êtes propriétaire d'une boutique d'artisanat à Percé. Est-ce que vous connaissiez Evelyne Le Boutillier? Très bien. C'était ma cousine et une amie en plus. Ce petit réveil matin. Ah, c'est moi qui ai vendu. Ah non, alors là, non. Accusé, taisez-vous. Non, je ne me tairai pas. Ce sont des parjures. Faites-le taire, voyons. La couronne les protège, la police les protège et vous les protégez. Ce sont des parjures, votre honneur, et vous le savez. On va suspendre 10 minutes. Maintenant, je vais vous demander, Maître Daou, de venir me voir. Si ça continue, je vais être obligé de prendre le code criminel. Alors j'ai fait nos excuses au juge. Pourquoi? Il m'a l'air complètement partial, ce type. Non, il faut l'encourager. À la longue, ça va nous attirer la sympathie du jury. C'est pas un ancien procureur de la couronne, ça? En effet. Et redoutable, en plus. Pourtant, il est sous poulet, votre juge. C'est pas difficile de lui faire sauter les plombs. C'est pas lui qui a fait pendre Coffin? Pas tout à fait. C'était un des 3 procureurs. Vous savez, maître, moi j'aime bien les procès. Il y a la même fraternité qu'au combat. Dans quelle mesure ces deux hommes ont-ils conclu un marché de complicité stratégique? Impossible d'en être entièrement sûr aujourd'hui, puisqu'ils ne sont plus ni l'un ni l'autre. Mesrine, debout, s'il vous plaît. Je vous avertis, si vous intervenez encore, le procès se déroulera en votre absence. Messieurs les jurés, l'incident est clos. Je vous demande de l'oublier comme je l'oublie moi-même. Continuons. Il s'agit donc d'un réveil matin identique à celui-ci. Est-ce que c'est la même marque? Oui, il y a la marque Blessing. Montrez-moi donc ça. Montrez donc ça au jury, cette marque Blessing. Est-ce que par la suite, vous avez eu d'autres conversations avec mademoiselle Le Boutillier concernant ce réveil matin? À peu près 2 ans avant sa mort, elle me dit tout à coup, à brûle-pourpoint, « Le réveil matin que tu m'as vendu fonctionne merveilleusement bien et j'ai jamais eu besoin de le faire réparer. » Nous voilà donc replongés dans le lent tourbillon d'interrogatoires et de contre-interrogatoires sur des points de détail. La règle d'or, ne jamais poser de questions dont on ne connaît pas la réponse. Mais les témoins ne se comportent pas toujours aussi bien dans le box que lors de la répétition dans le cabinet d'un procureur et risquent de se perdre, eux, dans les détails. Madame Warren? Oui, monsieur. Vous avez travaillé à l'Auberge des Trois Sœurs en juin 1969. Oui, je faisais le ménage chez mademoiselle Le Boutillier. Est-ce que vous étiez présente lors d'une conversation entre mademoiselle Le Boutillier et monsieur Jacques Mesrine? Oui. Bien, il a demandé à mademoiselle Le Boutillier de garder un petit chat. Et elle m'a demandé si je voulais le garder, le petit chat. En autant qu'ils avaient dit qu'il devait aller à Gaspé puis qu'il devait revenir en fin de semaine le 29 juin. Qui a gardé le chat? C'est moi qui ai le chat. Je l'ai encore. Et mademoiselle Le Boutillier a demandé à monsieur Mesrine de quoi qu'il faisait dans la vie. Alors, il a répondu qu'il était pour la protection des animaux. Ça fait que quand les autres faisaient mal, comme des raisons aux animaux, ben il lui cassait la gueule puis les envoyait en prison. Et le petit chat, dans quel état était-il? Qu'est-ce que ça peut bien faire, votre seigneurie, que le petit chat boive du lait ou... Est-ce que vous faites une objection? Je m'objecte, oui. Les allées et venues du petit chat ne m'intéressent pas. Ça peut nous intéresser, nous. Il y a peut-être aussi quelqu'un dans la salle qui est intéressé à savoir ce qui est advenu du chat. Ça fait que le chat avait faim. Le chat, il a mangé. Oui, s'il vous plaît, qu'on parle d'autre chose. Si vous continuez, monsieur Daou va l'adopter, ce chat-là. Je suis prête à y donner. Ah, ça va, ça va. Beau moment de trêve qu'un témoignage comme celui-là. Car l'ennemi numéro 1 de Daou fut toujours la fatigue. Il se donnait corps et âme, terminant chaque procès vidé à tel point qu'il lui fallait des semaines de repos pour se remettre. Il dormait très peu le long d'un procès, car il fallait tous les jours réviser son plan de campagne et bien préparer ses témoins à toutes sortes d'éventualités, dont par exemple l'absence des accusés suite à une autre prise de bec avec le juge. Mademoiselle, vous
connaissez Jacques Messrine et Jeanne Schneider. Oui, très bien, depuis mars 69. Il est employé chez un ami à moi. Madame travaillait à la cuisine, monsieur travaillait au jardin, puis les deux faisaient le service le soir à table. Avez-vous eu l'occasion de voir certains bijoux en leur possession? Certainement. Je vous exhibe ici cette montre de plongée. Ça vous dit quelque chose? Je l'ai vu au poignet de monsieur Messrine. Et cette autre montre de marque Difford? Je l'ai vu au bras de monsieur Messrine, il apportait quand il faisait le service le soir. Et ces boutons de manchette? Je les reconnais très bien, ils appartiennent à monsieur Messrine. Je les avais remarqués à cause de la bordure en argent sur le côté et aussi à cause de l'initiale. Et ce réveil matin? Je le reconnais très bien, me l'ont prêté. Je l'appelais mon blessing, ma bénédiction en français. Je vous remercie, mademoiselle. Votre témoin. Mademoiselle Raymond. Monsieur Deslauriers, c'était un ami à vous? Vous viviez chez lui? Avec lui? J'étais très souvent chez lui. Non. Est-ce que vous habitiez chez lui? C'est ça que je vous demande. Non, j'habitais pas chez lui. Quelles étaient vos relations avec Deslauriers? C'était simplement un ami. Quel âge avait-il, cet ami-là? Je sais pas. À peu près? Dans la cinquantaine. Ne prenez pas de haut, madame. Il n'y a rien de drôle là-dedans. Donc, vous étiez l'ami de Monsieur Deslauriers, le patron, et vous frayiez passablement avec les domestiques. Oui. À quel titre? À titre d'ami. Comment faites-vous pour identifier cette montre? Mais très facile. Monsieur Messrine portait cette montre quand il allait à la pêche. Puis le soir, pour faire le service, il changeait de montre. Alliez-vous à la pêche avec lui? Certainement. J'allais avec lui au bout du quai. Mais pourquoi cette montre-là en particulier? Parce que je crois qu'elle est à l'épreuve de l'eau. N'est-il pas vrai que ce collier, comme presque tous les objets qui sont ici, c'est de la camelote qu'on peut trouver n'importe où en quantité? Moi, je suis pas évaluateur de bijoux. Les boutons de manchette qu'on m'a montré tout à l'heure, je les connais très bien, je peux vous dire. Que mademoiselle attende les questions avant de répondre. C'est tout, ça. Suite au procès, le rôle du juge Miquelon dans l'affaire Messrine a soulevé bien des débats dans les milieux juridiques et même dans les journaux. Dans un article du Journal de Montréal, le 31 décembre 1979, le juge lui-même admet qu'il est allé trop loin, notamment à la fin du procès. Mais il maintient aussi qu'il trouvait certains témoignages fort douteux. Dans celui que nous venons de voir, par exemple, Miquelon savait fort bien que Georges Deslauriers, le monsieur dans la cinquantaine, l'ami de Mlle Raymond, en avait en réalité 69, que c'était lui qui avait chassé de son service Messrine et Schneider, qui l'ont kidnappé pour se venger. Le jury ignorait aussi, mais pas Miquelon, que toujours persuadé que sa cause était perdue d'avance, Messrine avait fait une tentative d'escapade nocturne au beau milieu du procès. On imagine aisément que Daou ait sévèrement rappelé son client à l'ordre, lui faisant comprendre que son seul espoir était ici, dans la salle d'audience. Un mince espoir, mais un espoir néanmoins. Monsieur Caron, vous êtes responsable de l'enquête sur la mort d'Evelyne Leboutillier à Percé. Oui, monsieur. Au cours de cette enquête, avez-vous eu l'occasion d'accompagner les accusés lors d'un voyage en avion? Oui, monsieur. Le 7 août 1969, on a fait le trajet en avion de Québec à Gaspé. Il y avait M. Messrine, Mme Schneider, Mme Martel Matron, le caporal Blinko et moi-même. Est-ce que M. Messrine s'est adressé à vous? Oui, monsieur. À un moment donné, il m'a dit « Ah, monsieur Caron, je sais la preuve que vous avez contre nous en plus des empreintes. C'est les bijoux de Mademoiselle Leboutillier que vous avez trouvés dans nos malles à Dallas. » Et quelques minutes plus tard, il a ajouté « Me croiriez-vous si je vous disais qu'elle nous les a vendus? » Merci, monsieur. Dites-nous, lieutenant Caron, avez-vous noté les propos de M. Messrine? Je les ai pas notés, monsieur, mais je les ai remarqués. Et vous n'avez pas ici aujourd'hui, devant messieurs les jurés, un papier sur lequel vous auriez noté ces paroles pour dire à la cour et au jury que ce sont les paroles exactes qui ont été prononcées? Non, monsieur, c'est M. Blinko qui les a notées. Lors de l'enquête préliminaire qui a eu lieu le 21 août 1969 sur cette affaire, vous n'avez jamais parlé de ces propos-là? Non, monsieur. Au cours de votre témoignage, est-il exact que jamais vous n'avez mentionné ces paroles-là? C'est exact, monsieur. Mais 1 an et 6 mois après l'affaire, vous en parlez pour la première fois. C'est parce qu'à Percé, monsieur... Répondez oui ou non? Oui, monsieur. C'est la première fois. Oh, merci. Caporal Blinko, est-ce que vous avez noté les paroles de M. Messrine dans l'avion? Pas sur le coup. Je voulais le faire hors de la présence des accusés, à Gaspé. Merci, monsieur.
Pouvez-vous nous exhiber les notes que vous avez prises à ce sujet? Je peux pas les retracer. Vous pouvez pas les produire? Vous trouvez pas ça mystérieux? Non, je les avais notées sur un calepin noir que j'ai perdu. Vous l'avez perdu. Merci. Peu de gens ont assisté à ce procès. Ceux qui s'y trouvaient, par contre, ont eu le privilège d'être présents au moment qui vont suivre. Quand Daou, avec la participation active des deux accusés, va utiliser tous les moyens pour tenter de s'arracher une improbable victoire. Tel que placé, ce bouton de manchette... Revenons à Morin, l'expert en empreintes digitales. Monsieur Morin, en plus d'être expert en empreintes digitales, en écriture, êtes-vous pas expert en détecteur de mensonges? Oui, je suis diplômé du Keller Polygraph Institute de Chicago. N'est-il pas exact que je vous ai demandé de faire passer l'accusé Mesrine au détecteur de mensonges? Je m'objecte! Une minute! En vertu de quoi? C'est totalement illégal! Sortez, messieurs les jurés! Daou savait fort bien que le détecteur de mensonges ne peut pas servir d'élément de preuve au Canada. Et qu'en le mentionnant devant le jury, il faussait quelque peu les règles du jeu. Une fois la notion plantée dans l'esprit du jury, on ne pouvait guère l'en effacer. Maître Daou, je doute fort que le détecteur de mensonges soit prévu dans notre système de loi. On n'est pas aux États-Unis. C'est pas admis au Canada. C'est même malhonnête de seulement en parler. Maître Daou, vous auriez dû demander que les jurés sortent. Parce que vous saviez très bien, monsieur, qu'en lançant ça dans la cour... Je suis peut-être un petit juge, vous savez, mais je suis pas né d'hier. Faites revenir les jurés. Messieurs les jurés, je vais vous demander d'oublier complètement la dernière phrase prononcée par l'avocat de la défense. Phrase qui n'aurait jamais dû être prononcée. Votre honneur, moi je suis prête à passer le test. Taisez-vous. Je suis innocente, je veux passer le test. Je veux le passer aussi. Vous vous protégez par la Bible, moi je veux me protéger par le détecteur de mensonges. Je veux passer au détecteur de mensonges parce que je dis la vérité. Mais vous la cachez, la vérité. J'ai appliqué l'article 557, c'est fini. Alors c'est la même chose pour moi, votre honneur. Vous voulez sortir vous aussi? Oui, parce que je suis innocente. Alors sortez. Avec plaisir. Dans un procès de meurtre, la décision la plus difficile, c'est toujours celle de faire témoigner l'inculpé. Daou a très longuement soupesé le pour et le contre de faire témoigner Mesrine. Sinon, Jeanne Schneider, qui fait face aux mêmes accusations en tant que complice, mais dont personne ne pense sérieusement qu'elle aurait initié et exécuté le meurtre de Mademoiselle de Boutillier. Risque calculé, donc, qui va révéler à Mesrine, doux comme un chaton, en apparence très loin de l'ennemi public numéro 1 que le monde est à la veille de découvrir. Monsieur Mesrine, vous avez déjà été condamné. Oui, en 1962 pour port et transport d'armes. J'ai été condamné à 1 an et demi en Europe, mais c'était du temps de l'Ouest, un truc politique. Ensuite? À la même période, j'ai été condamné à 1 an pour vol de documents et vol d'argent chez un ancien SS. Ensuite? Ensuite, c'est en Espagne. Vol de documents politiques chez un gouverneur militaire, j'ai eu 6 mois. D'autre part, avez-vous déjà servi dans les forces armées françaises? Si oui, comme et en quelle qualité? Je faisais partie des commandos spéciaux pendant la guerre d'Algérie en 1957, 58 et 59. Nous avons trouvé dans vos valises des décorations militaires. Voulez-vous nous dire en quoi cela consiste? Ça représente la croix de la valeur militaire et les choses à poser au-dessus sont des citations gagnées au combat. Et cette décoration militaire vous a été accordée en quelle occasion? Elle m'a été accordée plusieurs fois, dont une fois par le général de Gaulle. C'était à la suite d'une embuscade, j'avais combattu et, semble-t-il, j'avais fait acte de bravoure. Et ces 4 étoiles? Ma compagnie de commando a été citée à l'ordre de l'armée. Et cette autre médaille? Ça, c'est la médaille de Vermeil. Je l'ai eue pour bravoure et blessure au feu. Je vous montre maintenant différents objets qu'on a retrouvés dans vos bagages. Comme ce réveil matin, par exemple. Vous appartient-il? Je l'ai acheté au magasin Woolworths. Qu'est-ce qu'il y a, votre seigneurie? La couronne a fait la preuve que ce réveil matin avait été présumément vendu à Percé à telle date. Les témoins nous disent où il l'a acheté. C'est la personne qui l'a vendu qui a fait la preuve. C'est ça qui me frappe. Ben, ça va vous frapper davantage si vous dites où il l'a acheté. La police pourra aller vérifier, comme elle a vérifié le témoignage du coiffeur Migaud. Ce réveil a été acheté au magasin Woolworths au centre commercial Maisonneuve à Montréal. Il était exposé en entrant en bas à droite. Il se vendait à 4,25 $ ou 4,40 $ maximum. Et cette montre de marque Difford? Cette montre est à moi. Je l'ai achetée à Paris, boulevard Saint-Michel,
À l'origine, il y avait un bracelet en métal, mais je l'ai changé pour du croco. Et notez la marque sur le bracelet. Elle tombe juste à l'endroit où je l'attache. Voulez-vous vous approcher ici? Près de messieurs les jurés. Et essayez cette montre. Merci. Et cette autre montre? C'est à moi. C'est une montre de plongée. Je m'en servais pour la pêche. C'est une montre étanche. Je ne m'en servais plus. Elle ne marche pas. Elle marche pas? Non, et elle n'est pas réparable ici au Canada. Il n'y a pas les pièces. Et ces boutons de manchette? Je les ai achetés à Paris, avenue de Clichy. On a d'ailleurs retrouvé une boîte à mon appartement à Montréal. Boîte sur laquelle figure le nom Murat. Cette boîte contenait ces boutons de manchette. Elle est là avec les pièces à conviction. Et que peut-on y lire? Un J, comme Jacques. Ou comme Justice. Ça, monsieur, c'est superflu. Je vous prie de m'excuser, votre seigneurie. Et ce médaillon avec un oiseau dessus? Ça aussi, c'est du Toledo. Ça vient d'Espagne. Ça a été acheté à Miras. Il y a d'ailleurs une photo prise à Trouville, en France, où on voit Madame Schneider qu'il porte. Maintenant, monsieur Mesrine, dites-nous. Vous étiez à Percé en juin 1969. Oui, j'y étais entre le 20 et le 25 juin avec Jeanne Schneider. Nous avons séjourné à l'auberge des Trois Sœurs. Vous avez emprunté de la vaisselle à mademoiselle Le Boutillier? Oui, à notre demande, mademoiselle Le Boutillier nous a prêté de la vaisselle. Avez-vous eu l'occasion d'aller chez elle? Au cours de notre séjour, nous sommes allés chez elle à plusieurs reprises pour le thé. Et à ces occasions, mademoiselle Schneider a fumé et s'est servi du cendrier produit en preuve. C'est bien évident qu'elle s'est servie du cendrier. Allez-y. Si vous voulez témoigner à la place de l'accusé... Monsieur Mesrine, êtes-vous allé à la discothèque du Pic de l'Aurore? Oui, nous y sommes allés à 3 ou 4 reprises. Et chaque fois, j'ai conversé avec Henri Motte et le barman, monsieur Isaïe. Avez-vous vu monsieur Serge Fortin, le gérant? Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Quand vous avez quitté l'auberge, qu'est-ce que vous avez fait de la vaisselle que vous avez prêtée mademoiselle Le Boutillier? À notre départ, j'ai moi-même lavé la vaisselle et je l'ai mise dans un carton, enfin dans une boîte que j'ai remise à mademoiselle Le Boutillier. Avez-vous déjà vu ce verre sur lequel votre empreinte a été relevée? Oui, il faisait partie de la vaisselle que mademoiselle Le Boutillier nous a prêtée. Je le reconnais parce qu'il y a des joueurs de football américains dessus. Monsieur Mesrine, quand vous avez quitté Percé le 25 juin, en direction de Montréal, qu'avez-vous fait? Une fois à Montréal, je me suis fait raser la moustache. Nous étions en fuite pour une autre affaire qui n'a rien à voir avec celle-ci et je ne voulais pas être reconnu. Quand vous avez été intercepté par la police américaine, vous étiez... Sur l'autoroute de Texarkana. Et peu de temps après, les policiers Blinko et Caron vous ont ramené au Canada. Vous avez entendu les paroles que vous ont attribuées ces témoins? Les avez-vous prononcées, oui ou non? Ces paroles n'ont jamais été prononcées. C'est une pure invention. Écoutez, dites non. Hein? Pas de commentaires. D'accord, votre honneur. Donc, vous ne les avez jamais dites? Non. J'ai dit dans l'avion au lieutenant Caron, « Vous ne trouvez pas que vous devez vous tromper? Vous nous accusez d'un meurtre. » Et il m'a répondu, « T'inquiète pas, de toute façon, quelle tête tu feras quand on te dira qu'on a trouvé des bijoux dans tes valises ?» Et je lui ai dit, « Les seuls bijoux que vous ayez pu trouver sont des bijoux qui nous appartiennent en propre. » Monsieur Mesrine, je vous montre la photo du cadavre de mademoiselle Le Boutillier. Regardez cette femme très attentivement. Et dites-nous, l'avez-vous tuée, oui ou non? Absolument pas, monsieur. Je me passerai de vos réflexions si ça ne vous gêne pas. Monsieur Mesrine, C'est dégueulasse de voir ça. Taisez-vous! Vous êtes un écœurant, ça vous fait rire? Monsieur, me faire traiter d'écœurant par vous, c'est un honneur. C'est un honneur de vous le dire, monsieur, que vous êtes un écœurant. Monsieur Mesrine, s'il y a des remarques à faire, je vais les faire. Je tiens à dire à la cour que je trouve ça absolument ridicule que l'avocat de la couronne s'amuse. Pas de théâtre, monsieur. Hein? Si on a souri, on a eu tort. Mais pas de théâtre. Je n'en ferai pas, mais que l'avocat de la couronne n'en fasse pas. Jacques Mesrine, sur votre honneur, sur votre conscience, avez-vous tué Evelyne Le Boutillier le 29 juin 1969? Je n'ai pas tué cette femme. Je ne me serais jamais abaissé à tuer une femme qui avait l'âge de ma mère.
Une femme que je connaissais quand même un peu. Vous avez dit non, c'est correct, monsieur Mesrine. J'ai dit non et j'en ajoute. Mesrine, gardez votre sang-froid. Je tiens à dire à la cour que le prévenu est accusé de meurtre. Vous m'accusez quand même d'un meurtre. Comment pas? Il n'y a pas de bar, votre honneur. Vous allez avoir un procès comme n'importe quel citoyen canadien, et pas plus. Peut-être pas plus, mais je voudrais que ce soit autant. Taisez-vous! Vous allez avoir un procès juste. Comme Coffin, je suppose. Taisez-vous! Vous avez pendu Coffin, mais vous ne me pendrez pas de la même manière. Taisez-vous! Les empreintes et les bijoux. La couronne vous a présenté en preuve 2 empreintes. Celle de Jacques Mesrine, retrouvée sur un verre, et celle de Jeanne Schneider sous un cendrier de bois. Quand ces empreintes ont-elles été appliquées? Un expert de la police déclare qu'à son avis, il s'agit là d'empreintes fraîches datant de moins de 24 heures. D'autre part, nous avons fait entendre un autre expert, M. Armand Morin, une sommité en empreinte digitale. Il vous a démontré qu'il n'y a aucune différence entre une empreinte datant de 24 heures, de 5 jours, de 10 jours ou de 15 jours. C'est une preuve concluante et irréfutable. Par ailleurs, aucune autre empreinte n'a été retrouvée ailleurs dans la maison. Est-ce normal? Venons-en aux bijoux. Ils ont été identifiés, pour le moins, vaguement. Mesrine, pour sa part, les identifie très précisément. Il vous dit où il se les est procurés, il vous donne des détails que seul un propriétaire peut connaître. Et les fameux boutons de manchette, encore une fois, Mesrine vous dit où il se les est procurés. Il y a aussi l'affaire de la moustache. Un témoin absolument indépendant vous dit qu'il a fait disparaître la moustache de Mesrine le 26 juin. Pourtant, tous les autres témoins mettent une moustache à Mesrine dans les jours qui suivent. Autre fait troublant, les témoignages contradictoires du barman Usaï et du gérant de la discothèque du Pic de l'Aurore. Le gérant dit qu'il a vu l'accusé assis au bar. Le barman Usaï affirme que l'accusé est assis dans la salle. On en arrive à la déclaration qu'on lui impute. Déclaration absolument incroyable. Incroyable! En effet, les bijoux lui appartenant, comme on l'a prouvé devant vous hors de tout doute, comment pouvait-il dire qu'ils appartenaient à la victime? Oh. Le caporal Blenko affirme qu'il a noté les paroles de mon client sur un calepin. Or, ce calepin a disparu. Où est ce calepin, caporal Blenko? Sortez-le! Que voulez-vous de plus? Mon client n'est pas un modèle de vertu, ni il a commis quelques frasques en France. Mais il a aussi été décoré pour de hauts faits d'armes. Il n'a jamais commis de crime important. Voilà. Je vous remercie. Messieurs les jurés, nous vous avons présenté une preuve circonstancielle qui se tient. Nous avons retrouvé les bijoux de la victime dans les bagages des 2 accusés et leurs empreintes digitales sur les lieux du crime. Mesrine prétend s'être fait raser la moustache le 26 juin. Pourtant, tous ceux qui l'ont vu affirment qu'il avait alors une moustache. Nous prétendons qu'il s'est fait raser la moustache le 2 juillet. Nous avons retrouvé les empreintes digitales des accusés sur les lieux du crime. Notre témoin expert affirme que ces empreintes remontaient à moins de 24 heures, quoi qu'on en dise. Vous devez le croire. Les employés du Pic de l'Aurore affirment qu'ils ont vu Mesrine et sa compagne dans cette discothèque le soir du 29 juin. Ils ne peuvent pas tous se tromper. Non, les 2 accusés ont identifié la victime comme une proie facile. Mesrine, c'est pas le temps de rire. Je ne ris pas. J'écoute un roman feuilleton. Je demande à être exclu de la cour. Non. Je le demande parce que c'est écœurant d'entendre de pareilles conneries. Quand j'entends un énergumène parler comme ça... Quand votre avocat a plaidé, personne n'a interrompu. C'est parce qu'il disait la vérité. Ça, c'est du roman feuilleton. Messieurs les jurés, je vous laisse juge de l'attitude des accusés.
Revenons-en à cette fameuse déclaration de Mesrine dans l'avion qui le ramenait à Percé. Est-il possible de croire qu'à cette occasion-là, les deux policiers et la matrone se soient trompés? Messieurs, je vous demande de juger cette affaire en homme sensé. Vous avez le choix entre la version de la couronne, qui vous vient de témoins désintéressés, et celle de Mesrine. Messieurs, je vous remercie. Messieurs les jurés, vous avez à décider si Mesrine était à Percé le 29 juin 1969. Et pour cela, vous devez faire un choix. Vous devez choisir entre les témoignages de Mesrine et ceux des employés du Pic de l'Aurore. Quel intérêt ont-ils à ne pas dire la vérité? Pour ce qui est des empreintes digitales, il a été mis en preuve que toute la vaisselle avait été lavée au début de la soirée. Admettons que l'empreinte sous le cendrier ait pu être apposée quelque temps auparavant. Mais que dire de l'empreinte sur le verre? Vous allez maintenant vous retirer pour délibérer et décider de votre verdict. Que Dieu éclaire vos délibérations. Mesrine et Jeanne Schneider étaient-ils coupables? Pour répondre, faites le 514-790-JUGE. Les résultats du sondage vous seront communiqués demain soir dans À vous de juger, dès 20h30 à TVA. Accusé, levez-vous. Messieurs du jury, déclarez-vous Jacques Mesrine coupable ou non coupable? Non coupable. Déclarez-vous Jeanne Schneider non coupable? Maintenant, évidemment, Jacques Mesrine et Jeanne Schneider, la Cour est obligée d'accepter le verdict. Je dis obligé parce que c'est pas le verdict que j'aurais rendu. Je vous suggérerais, en attendant, de prier et de demander à mademoiselle Le Boutillier de vous pardonner. Dehors! Votre honneur! Dehors, sortez-les! C'est vous qui devriez prier pour le meurtre de Corby! On était innocents! Mais ne touchez pas les candidatures, vous jamais! Ne me touchez pas! Salaud! On était innocents! Victor, courez! En 1971, les jurés avaient encore le droit de donner des interviews à la presse. L'un d'eux s'expliquera au Soleil du 8 février sur les motifs de leur décision. L'affaire des bijoux ne leur est pas apparue très claire. Un point pour Daou. Il leur semblait possible que les empreintes digitales remontent à plusieurs jours avant le meurtre. Deuxième point pour Daou. Il leur a paru que les employés de la discothèque s'étaient contredits. Troisième point pour Daou. Enfin, ils ont estimé que le juge a trop chargé les accusés. Selon les propres mots de l'interviewé, on n'a pas trouvé ça normal. Bien des années plus tard, après la mort de Jacques Mesrine, on trouva dans ses affaires un manuscrit entièrement consacré au drame de Percé. Il tente d'y démontrer son innocence. Ce meurtre crapuleux ne convenait pas à l'image qu'il avait toujours voulu se donner d'un Robin des Bois, matiné d'un Arsène Lupin. Raymond Daou est mort quelques années après des suites d'une longue maladie. Jeanne Schneider, à sa sortie de nos prisons, regagne la France pour y mener une vie désormais rangée, loin du bruit et de la fureur de la chronique policière. Elle est donc la seule qui sache aujourd'hui si Mesrine a tué ou pas ce 29 juin 1969. Mardi prochain à 20h, les grands procès présentent l'affaire Dion. Après la pause, le match de la vie.
Ici Pierre Nadeau, bonsoir et bienvenue à cette 4e émission de la série À vous de juger. Comme chaque mercredi soir du mois de novembre, nous allons revenir ensemble sur le grand procès que vous avez vu hier à l'antenne du réseau TVA. Il s'agissait cette fois du procès de Jacques Messrine, un des grands noms dans l'histoire du crime en France, mais dont la carrière a connu un épisode québécois de quelques années. Avec moi en studio, comme chaque fois, nous aurons les deux animateurs de CKAC, Jean Cournoyer et Jean Lapierre. Ils seront accompagnés ce soir du journaliste bien connu Claude Poirier de CKVL, qui a assisté, lui, au procès de Messrine, et de sa co-accusée Jeanne Schneider en 1971. Et puis, comme chaque semaine aussi, nous allons entendre deux étudiants en droit s'affronter dans un concours de plaidoirie. Puis enfin, finalement, nous aurons votre verdict sur le procès Messrine. Je vous rappelle d'ailleurs la question que nous vous avons posée depuis hier. Jacques Messrine et Jeanne Schneider étaient-ils coupables ou non coupables? Nous aurons votre verdict en fin d'émission et je vous reviens tout de suite après la pause. Je pense qu'il était coupable. Pouvez-vous me dire pourquoi en deux mots? Bon, c'est que j'ai l'impression que tout était un petit peu arrangé avec le juge. Pas avec le juge, avec son avocat. Avec les éléments qu'ils ont montrés, là, il est en non coupable. Mais d'après la preuve qu'on a présentée, il semble non coupable, mais je pense que si on remet ça dans le contexte, puis avec tout ce qui est arrivé avant et après, moi, j'ai l'impression qu'il l'est. Mais je trouve que c'est une très belle stratégie de M. Daou, puis ça nous a démontré que finalement, un avocat peut faire des merveilles. D'après les témoignages, puis les preuves qu'il y avait, c'était pas concluant. Le juge avait quand même participé dans ce procès-là. Alors, d'après moi, il était non coupable. Pour nous rafraîchir la mémoire, voici maintenant un court extrait du procès de Jacques Messrine et de Jeanne Schneider. Le couple d'origine française était accusé, je le rappelle, du meurtre d'Evelyne Leboutillier, une aubergiste de Percé. Ils étaient défendus par Raymond Daou, un des grands criminalistes de l'histoire du Québec. Madame Lebel, vous êtes propriétaire d'une boutique d'artisanat à Percé. Est-ce que vous connaissiez Evelyne Leboutillier? Très bien. C'était ma cousine et une amie en plus. Ce petit réveil matin? Ah, c'est moi qui ai vendu. Ah non! Alors là, non! Accusé, taisez-vous. Non, je ne me tairai pas. Ce sont des parjures. Faites le taire, voyons. La couronne les protège, la police les protège et vous les protégez. Ce sont des parjures, votre honneur, et vous le savez! On va suspendre 10 minutes. Maintenant, je vais vous demander, Maître Daou, de venir me voir. Si ça continue, je vais être obligé de prendre le code criminel. Avant de recevoir mes invités, je voudrais vous présenter ce court témoignage de Jocelyne Derèche, qui fut la compagne de Jacques Messrine quand il vivait au Québec. Ce n'est pas Jacques qui a tué Evelyne. Par contre, il m'a dit qu'il connaissait le coupable. Il m'a dit qu'est-ce qui s'était passé. Et ce qui s'est passé, c'est que Jacques attendait un coup de feu, alors que lui était au lit. Puis il est descendu en bas dans la cuisine, ou je ne sais pas trop, dans la pièce où que Mme Leboutillier avait été tuée par balle. Et puis, à ce moment-là, ben, je ne peux pas préciser ouvertement qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Mais s'il était au lit et qu'il a entendu un coup de feu, il est descendu, Mme Leboutillier était morte. Oui. C'était un cambriolage. C'était un cambriolage. Oui, elle a été tuée pour un cambriolage. C'était pas forcément Jeanne Schneider. Non, je peux pas répondre à ça, absolument pas, sauf que je sais que Jacques, je peux affirmer que c'est pas Jacques qui l'a tué. Ben, je reçois maintenant mes invités, Jean Cournoyer, Jean Lapierre de CKAC et Claude Poirier de CKVL, qui a assisté, lui, au procès Messrine-Schneider en 1971. C'est tout un procès. C'était un procès et je pense que, Pierre, comme vous l'avez dit dans la présentation lors de l'émission Les Grands Procès, vous avez voulu miser sur la personnalité de Raymond Daou. Vous aviez raison, parce qu'à cette époque-là, si Messrine et Schneider ont été libérés, c'est à cause qu'il y avait un procureur de la défense au niveau de la ligne nationale, puis il y avait un procureur de la Couronne au niveau de la ligne junior. Il faut rappeler que le procureur qui avait été désigné par le ministère de la Justice de l'époque avait nommé Anatole Corriveau. Et M. Corriveau est tombé malade, et c'est par la suite qu'il y a un procureur qui n'était pas connu du tout, qui s'est amené dans le dossier. Et moi, je me souviens de l'époque, parce que quelques jours auparavant, j'avais eu l'occasion de voir Raymond Daou à son bureau sur la rue des Dormiers, puis on était monté là-bas, et il m'avait dit, j'ai pris un poteau ici, dans la région, qui va me seconder. Moi, je ne savais pas l'expression que ça voulait dire, mais je me suis rendu compte 2-3 jours après que c'était un porteur de valise, c'était un avocat qui connaissait tous les gens, parce que le procès se déroulait à Montmagny. Et moi, ce qui m'avait frappé, c'est que quand cet avocat-là s'est assis à côté de Maître Daou, les gens qui étaient dans le jury, puis en passant, hein, c'était tous des hommes. Il n'y avait pas de femmes à cette époque-là, hein, c'était tous des hommes. Le regardaient, puis il semblait tout le connaître. C'était un homme prestigieux, cet avocat. Un homme prestigieux, et c'était une des forces de Daou d'aller chercher
ce qu'il avait besoin. Et il n'a pas parlé, il n'a pas dit un mot. Pas un mot, pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du rôle de Daou, finalement? Et comme avocat, mais plus spécifiquement dans ce procès-là, Jean? Donc, Daou a sa réputation qui n'est pas surfaite. Il a gagné plusieurs causes qui étaient mauditement plus importantes que celle-là en particulier. Le fait, par exemple, qu'il se soit battu à Montmagny contre un avocat qui était de second ordre, comme Claude vient de le dire, ça facilitait sa tâche, mais il était le génie. Il y a juste une chose qui reste encore dans mon esprit, c'est que j'ai des doutes sérieux sur les témoins qui venaient témoigner. C'est-à-dire que, dans quel sens tu dis ça? Bon, quand tu arrives avec une femme là, qui vient te raconter, comme elle l'a fait ici, tous les éléments, là, que c'était bien à Messrine, ces affaires-là, là, elle sort de nulle part, puis elle s'en vient, puis elle raconte ça, puis, tu sais, ça passe comme du beurre dans le poêle, mon œil. Il réussissait peut-être à faire ça. Lui, il était peut-être pas pogné dedans, mais il y a quelqu'un, par exemple, qui fournissait un témoin opportun, c'est le moins de le dire. L'autre Jean. Une chose est certaine, je pense que si on pense à Raymond Daou, il a bien fait son travail. Sauf que je me pose de sérieuses questions, non seulement sur le procureur de la Couronne, mais aussi sur l'attitude du juge. Je pense que dans tout ça, aujourd'hui, on ne pourrait pas revoir une situation aussi loufoque que celle qu'on a vue dans votre série. Et à ce niveau-là, déjà, le juge serait devant le Conseil de la magistrature, etc., etc. Donc, sauf que le juge, il faisait le travail du procureur de la Couronne. Il n'y a pas d'affaire. Ouais, mais puisque vous parlez c'est son droit quand même. Il n'y a pas d'affaire à faire ça. Il doit ramener, monsieur. Claude, il doit ramener. aujourd'hui. Oui, souvent, on le voit avec J'ai entendu ce matin à CKVL, à l'émission d'André Arthur, le juge Miquelon, qui a dit effectivement qu'il était outré de voir qu'il y avait une telle disproportion, finalement, entre Daou et l'autre avocat. Et lui dit que c'est à la toute fin, après le verdict, que là, il a dit ce qu'il pensait véritablement. Après le verdict? Après le verdict. C'est ce qu'il dit. Toutes les interventions qu'il a faites pendant le programme qu'on a vu, vous les avez c'est pas des inventées? Interventions qu'un juge ne fait pas. Voulez-vous le voir, le juge? Ah oui, j'aimerais ça le voir. Bon, ben, on va le voir maintenant, parce que Le Michel jeune Johnson du réseau TVA l'a interviewé ce matin. Puis voici un extrait de cette interview avec le juge Miquelon. 93 ans. Bon pied, bon oeil. Un procès intéressant, avec des jurés bien choisis, parce que là, j'ai fort doute sur le choix des jurés, par la présence de mon ami le lendemain, et puis il y avait de quoi faire un procès intéressant. Seulement, c'était bien... Il n'y avait pas de comparaison entre les deux. Les forces n'étaient pas égales. Non, pas du tout. Puis je leur avais dit, mon département, mettez-moi donc un avocat de Montréal qui a déjà plaidé contre Daou. On m'amène un gars dans Rivière-du-Loup qui n'a jamais plaidé de sa vie. Ah, c'est un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement. Il n'a pas changé, le bon juge. Regarde, encore aujourd'hui, il dit des choses qui ne seraient vraiment pas acceptables. Il dit, j'ai dit au département, envoyez-moi quelqu'un, en fait, pour le faire coffrer. Il avait décidé de la culpabilité. Non, ça là-dessus, vous avez raison. Hey. Sauf qu'on voit souvent dans des causes, on l'a vu avec le juge Boilard, on l'a vu avec le juge Feu-Ducrot. Il y a eu des juges qui sont intervenus lorsque, par exemple, le juge se rend compte que l'avocat de la Couronne ou de la défense est trop fort ou il laisse passer des choses, il intervient. Et c'est son droit, même s'il doit respecter le droit, il peut intervenir. Oui, mais Claude, allez dire, comme juge, j'ai dit au département de la justice, envoie-moi quelqu'un de fort. Voyons non. Il nous apprend ça 25 ans après. Ah oui, mais il nous dit ça, là, ça veut dire quoi? Là? Ça veut dire que le jury a eu raison de juger que le juge avait un parti pris puis que ça paraissait trop. Définitivement que l'attitude du juge Miquelon dans ce procès-là a joué en faveur des accusés et surtout de Raymond Daou. On va arrêter pour le moment et nous vous reviendrons tout de suite après cette pause. Moi, je dirais qu'il serait coupable. Vous me dites pourquoi en 2 mots? Peut-être son attitude. Mon feeling, j'ai aucune idée. Moi, je pense qu'il était non coupable. C'était probablement un coup monté, étant donné qu'il était pas mal mêlé dans des affaires louches. Le juge, il était bizarre un peu. Et puis les faits qui étaient mis en preuve, ils n'étaient pas tout à fait plausibles peut-être. Il y avait matière à réflexion. Si j'avais été jury, j'aurais dit qu'il était le coupable. Il a l'air tellement sincère, puis les preuves n'étaient pas non plus assez fortes. Moi, j'y croirais non coupable. À mon avis, il n'y a pas assez de preuves pour les condamner. Il y a trop de doutes. Daou a bien fait son affaire. Alors, nous passons maintenant à notre concours de plaidoirie. Comme chaque semaine, vous allez voir s'affronter 2 étudiants présentant chacun une faculté de droit. Ces 2 étudiants vont reprendre l'affrontement du procès de Jacques Messrine et de Jeanne Schneider, l'un jouant le rôle du procureur de la Couronne
et l'autre, l'avocat de la défense. Je rappelle que les candidats ont été choisis par la faculté de droit qu'ils représentent. Lors de la dernière émission de la série À vous de juger, les gagnants de ce concours de plaidoirie se verront attribuer des prix en argent offerts par notre commanditaire Ford du Canada. Alors, je vais maintenant vous présenter nos deux candidats de ce soir. Il s'agit de René-Claude Drouin de l'Université Laval, qui sera procureur de la Couronne, et de l'avocat de la défense Mélissa Garnier de l'Université de Montréal. Je rappelle à chacune que sa plaidoirie ne doit pas dépasser 2 minutes. René-Claude Drouin, vous avez la parole. Pour l'instant, vous êtes peut-être encore sous l'effet des subterfuges de la défense, mais dans un moment, vous constaterez avec moi qu'ici, il n'y a pas place aux doutes raisonnables. Regardons ensemble ce que la Couronne a prouvé. Le gérant, ainsi qu'un employé de la discothèque sont unanimes. Mesrine et Mlle Schneider étaient aperçues le soir du meurtre. La contradiction que tente de soulever la défense n'est qu'apparente, car Mesrine a très bien pu se déplacer dans la discothèque au cours de la soirée. Quant à la moustache de l'accusé, il avait bien plus d'intérêt à se la faire raser après et non avant le crime. Enfin, la défense n'a soulevé aucun doute quant à la présence de Mlle Schneider ce soir-là. Nous avons aussi établi le mobile du crime, soit le vol d'une somme d'argent considérable ainsi que de plusieurs objets de valeur. Comment croire Mesrine lorsqu'il jure que ces objets sont les siens? Il n'est pas un témoin indépendant et impartial comme Mesdames Billard et Lebel. Elles ont précisément identifié tous ces objets comme appartenant à la victime. Les empreintes des accusés ont été recueillies sur les lieux du crime. Le témoignage de l'expert de la défense à ce sujet n'est qu'un énoncé théorique, car il n'a jamais examiné ces empreintes. Par contre, l'expert de la Couronne les a lui-même analysées et a été formel. Elles remontaient tout au plus à 24 heures. En droit, lorsque la Couronne fait sa preuve par une série de faits et de circonstances, elle n'est pas tenue de prouver chaque élément pris isolément, hors de tout doute raisonnable. C'est la preuve prise dans sa globalité qui doit vous convaincre. L'ensemble des faits établis converge vers un seul verdict. Mesrine et Schneider sont coupables. Ne les laissez pas échapper à la justice. Merci René-Claude. Je cède maintenant la parole à Mélissa Garnier de l'Université de Montréal. Mesdames, Messieurs du jury, c'est la décision la plus lourde de conséquences que vous aurez à prendre dans votre existence. Car en bout de ligne, il s'agit de la vie ou de la mort d'un homme. Cet homme que vous devez juger a bien commis quelques écarts de jeunesse, mais il a prouvé son sens du devoir. Il a été au service de la France. Le général de Gaulle lui-même l'a décoré. Et c'est lui qui aurait commis ce crime sordide, étrangler une femme sans défense. Vous avez entendu les preuves. Des témoins nous ont dit qu'ils l'avaient vu à la discothèque le soir du 29. Ils ne savent plus très bien s'il était assis au bar ou dans la salle. Ils nous disent qu'il portait une moustache. Or, le coiffeur a témoigné qu'il l'avait complètement rasé le 26. Ce même coiffeur a pris la peine de téléphoner à la police pour donner son nouveau signalement. Les empreintes, une sur un verre, une sous un cendrier, aucune autre ailleurs dans la maison. Bizarre. Un policier affirme qu'elle date de 24 heures. Mais un autre policier, diplômé de grands instituts, spécialiste en empreintes depuis 29 ans, vous a expliqué qu'il était impossible de savoir si une empreinte date de 24 heures, une ou plusieurs semaines. Les motifs du crime? Dérober quelques bijoux. Or, Jacques Mesrine vous a prouvé leur provenance. Il vous a même montré une vieille photo où sa compagne les portait. Il vous a montré par les marques sur le bracelet de la montre qu'elle était la sienne. Quant à ses aveux, il les a formellement niés. Résumons-nous. Il n'y a pas de témoin du crime. Il n'y a pas de preuve irréfutable. Il n'y a pas de motif sérieux. Pouvez-vous alors, en toute conscience, sans l'ombre d'un doute, sans hésiter, juger Jacques Mesrine coupable? Je ne le crois pas. Vous non plus, j'en suis sûre. Merci. Merci Mélissa Garnier. Je rappelle maintenant qu'un jury va déterminer lequel des deux futures avocates a le mieux défendu sa cause. Ce jury est composé de 3 éléments. D'abord, un panel d'experts du milieu des communications et du droit, parmi lesquels nos invités en studio. Ensuite, les collègues étudiants en droit de nos candidats. Et puis, il y a vous, le public, que nous invitons à rendre votre verdict en composant le numéro qui apparaît présentement à l'écran. Pour les étudiants comme pour le public, nous prendrons les appels jusqu'à minuit ce soir.
Le soir de la dernière émission, nous révélerons le nom des candidats ayant obtenu les meilleures notes et pour lesquels il y aura des prix. Alors, je me tourne maintenant vers mes invités, Jean Cournoyer, Jean Lapierre et Claude Poirier, pour leur demander leur réaction à ce débat. Les deux sont très excellents. Oui. Très bonnes. Il y a des procureurs de la Couronne puis de la Défense au Québec, mesdames, mesdemoiselles, qui n'ont pas le verbe que vous avez et de pouvoir réduire une preuve ou une défense. Chapeau. Moi, je voudrais savoir de Claude, qui a connu Mesrine, sans l'avoir fréquenté, vous l'avez quand même rencontré à quelques reprises. J'ai connu quelques reprises. Non, quelle sorte d'homme il était? C'est un homme très charmeur au niveau des femmes, un homme très attachant. Moi, je l'ai connu dans l'affaire Percé, parce qu'il faut dire d'abord que Mesrine est arrivé au Québec dans les années 66-67. Il était un des personnes qui a travaillé comme dessinateur, pas comme architecte au pavillon de la France. Par la suite, il a rencontré des gens ici au Québec du milieu du crime. Il a fait la manchette parce qu'il a été arrêté au Texas, il a été ramené, il y a eu l'affaire de l'enlèvement, tout ça. Moi, je l'ai connu à l'époque, il était au CDC, au Centre de développement correctionnel. Il a été, d'abord, il a été impliqué dans un double meurtre très crapuleux avec Jean-Paul Mercier. Puis le gars qui lui a vraiment montré sa carrière, les gardes-de-chasse de Saint-Louis de Blatford, c'est Jean-Paul Mercier. Alors, à une certaine époque, il y avait justement ce que vous avez eu, Jocelyne Derège au début de l'émission, Suzanne Franqueur, Jean-Paul Mercier et Jacques Mesrine. Puis quand il s'est évadé du CDC, il avait dit au gars, je vais revenir vous chercher. Alors, la semaine, il s'est évadé du CDC et le samedi après-midi, il est parti avec Mercier, puis il est allé tirer des gardes et tout au pénitencier Saint-Vincent-de-Paul dans le but de faire évader les autres du Centre de développement correctionnel. C'était un personnage qui pardonnait pas facilement, mais les gens qui ne le connaissaient pas et qui auraient rentré dans un restaurant auraient pensé que c'était un mandat d'assurance. Bien vêtu, tout ça. Il faut que je raconte juste une petite histoire que Jocelyne Derèche m'a racontée quand ils étaient ensemble à Paris. Et que Mesrine se rendait compte qu'il n'y avait plus d'argent dans ses poches. Il disait à Jocelyne Derèche, tu m'attends dans l'auto, je vais aller faire un petit retrait. Et là, il choisissait une banque dans la rue, il rentrait, volait de l'argent, repartait en auto, puis visiblement, il n'était pas tellement accommodé. Si le gérant de la banque au coin de Fleury, Papineau, regarde l'émission ce soir, il va se rappeler qu'à chaque fois que Mesrine et Mercier allaient faire des hold-up, il apportait ses cigares parce qu'il connaissait à ça. Il a fait 4 fois le hold-up à la banque, au coin de Papineau et Fleury. Oui, Jean, vous vouliez ajouter quelque chose? Justement, tout ça fait en sorte qu'on réalise quand même ce soir que la justice a été très mal servie et que Mesrine a pu s'en sortir cette fois-là. Et donc, en pratique, je suis certain que le public qui regarde ça se demande, est-ce qu'aujourd'hui encore, on pourrait assister à des choses comme ça? Et Claude, vous suivez les procès beaucoup plus que moi au niveau criminel, là. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait avoir une répétition de cette parodie de justice? Moi, je ne pense pas, surtout aujourd'hui qu'il y a la cour d'appel et tout ça. Et puis, définitivement, que si... C'est vrai ce que le juge Niclon a dit. Si, à un moment donné, le procureur de la Couronne lui avait dit, écoutez, j'ai une question à vous poser, j'ai une demande à vous faire, j'aimerais qu'on revoie le tableau des jurés, compte tenu qu'il y a une personne qui vient s'asseoir 2 jours après que le jury est choisi, et c'est un avocat de la région, puis tout ça, ce qui n'a pas été fait. Alors, le juge Niclon ne l'a pas fait, il ne s'est pas imposé. Moi, je ne pense pas qu'on verra ça aujourd'hui. Mais allons plus loin, Claude. Tu viens de dire une chose là, qui est importante. Il reste 30 secondes. Il y avait la cour d'appel. Elle était là dans le temps. Pourquoi la Couronne n'a pas été en appel si elle n'était pas satisfaite du jugement? La Couronne n'est pas allée en appel. Ça, pourquoi elle n'a pas été? Il faudrait se poser la question aussi à savoir si à l'avenir, on ne devrait pas aller vers la télédiffusion des procès. Ça nous éviterait peut-être des cas comme ça. On a assez du Parlement, là, des espoirs. On va s'arrêter là-dessus et on vous revient tout de suite après cette pause. C'est maintenant le verdict que vous avez rendu à propos du procès d'hier. À la question Jacques Mesrine et Jeanne Schneider étaient-ils coupables ou non coupables? Vous avez répondu coupable dans une proportion de 56 % et non coupable dans une proportion de 44 %. La semaine prochaine, notre grand procès sera celui de Léopold Dion. Léopold Dion qui a été connu au début des années 60 comme le monstre de Pont-Rouge. À une époque, on ne savait pas encore ce qu'étaient les tueurs en série. Il a été accusé du meurtre de 4 garçons âgés de 8 à 15 ans. Son procès, en 1963, a été un choc pour le Québec tout entier. Voici un extrait du procès Dion. J'ai mis mes mains autour de son cou. Vos mains? J'ai 2 mains comme ça, de même. Comme ça, de même, une à côté de l'autre. J'ai serré plus fort que je pouvais. Je voulais pas que ça prenne de temps, je voulais pas qu'il souffre. Et j'ai attendu. Quand j'ai pensé que c'était fini, j'ai lâché un petit peu. Là, j'ai senti qu'il prenait comme un respect, comme si vous alliez prendre une gorgée d'air, quelque chose comme ça. Là. J'ai serré encore. Puis quand je l'ai lâché,
Il a pu grouiller. Bien voilà, c'est tout pour À vous de juger. Je vous rappelle que vous avez encore jusqu'à minuit pour noter nos candidats avocats. Je vous donne rendez-vous mardi prochain, 20h, pour un 5e grand procès, celui de Léopold Dion. Ici Pierre Nadeau. Bonsoir et à bientôt. Il vous reste encore du temps pour participer aujourd'hui au concours Allo TVA. Composez le 1-900-870-ALLO. Des frais d'1 $ par appel.